Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de MacPlanet.com. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai nommé l'épisode Apple et le mythe de la gamme Pro. C'est-à-dire Apple qui va utiliser le terme Pro comme argument commercial. L'idée étant de vendre à l'utilisateur un produit en fait qui est là, qui est souvent au-delà de au-delà de ses besoins, mais en collant, en apposant l'argument marketing pro. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit MacBook Air, MacBook de base, et lorsqu'on vous dit MacBook Pro, vous avez forcément l'impression que le mot pro, ça désigne, ça flatte un peu l'ego, ça désigne un produit qui est vraiment pro, même si vous n'êtes pas un pro. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Je sais pas, je vais essayer d'être clair. Est-ce que c'est un argument commercial ou est-ce que c'est réellement une machine pro avec du matériel, avec des composants de pro ? Voilà. Donc, parce que moi, je pense que la gamme pro, il y a une confusion. Il y a une confusion qu'Apple entretient. Donc, on va toujours essayer de vous vendre le produit pro. L'iPhone, je dis n'importe quoi, hein, l'iPhone 15, voilà, c'est le standard. L'iPhone 15 Pro, c'est la gamme au-dessus. L'iPhone 15 Pro Max, c'est encore la gamme au-dessus. On va essayer en fait de niveler un produit standard en plusieurs packs. Et vous aurez toujours tendance à vous dire, il me faut le modèle pro, parce que forcément, je veux jouir de toutes les fonctionnalités, je veux avoir, avec mon iPhone, les meilleures photos, je veux qu'il aille vite, voilà. L'idée, c'est de vous faire croire que lorsqu'il y a le mot pro, vous disposez à l'instant T, hein, parce qu'après, au début, il y a le modèle 15, après, il y a le modèle 16, après, il y aura le modèle 17, c'est de vous faire croire qu'à l'instant T, vous disposez de ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est à moitié vrai, je vais vous le démontrer. Voilà, donc avant de comparer plusieurs produits de la gamme Pro, on va comparer l'iPhone, le Mac, l'Apple Watch, les AirPods, l'iMac Pro. On va regarder plusieurs produits en deuxième partie, mais avant, je vais vous donner quelques considérations, qui n'engagent que moi, hein, mais j'en suis à peu près convaincu. Voilà. Donc, je me suis interrogé à propos du mot pro, autour du mot pro, et j'ai un petit peu vu qu'il y avait une enfin, c'est pas un scoop ce que je veux dire, mais encore, faut-il que les gens s'en rendent compte, il y a une vraie tromperie. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, je sais pas, une Audi, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un Audi, un Q5 de base, il est bien équipé. Puis après, vous avez une gamme Pro, mais qui dit pas son nom, qui s'appelle la gamme SQ5, ou la gamme Audi A5, Audi SQ5. Vous allez acheter une BMW, une série 3, puis vous avez la gamme au-dessus, c'est la gamme vraiment pro, sportive, c'est la gamme M, la M3, la M4, la M5, voilà. Mais là, on vous en donne pour votre argent, c'est-à-dire que vous avez un moteur qui est surgonflé, que vous ne pourrez pas exploiter la plupart du temps, hein, sauf si vous habitez en Allemagne, pour rouler de manière un petit peu, voilà, optimale avec votre moteur, mais on vous en donne pour votre argent. C'est-à-dire qu'on n'appose pas le mot pro, mais on vous vend réellement un produit pro. C'est au-delà du pack. Ouais. Il y a un pack, vous allez acheter un véhicule, il y a un pack standard, il y a un pack luxe, il y a un pack sport, et puis maintenant, la tendance, c'est de vous mettre le pack luxe plus le pack sport. Donc on segmente le véhicule avec des packs, et l'idée, c'est que l'acheteur final achète le maximum de packs pour qu'il ait l'impression d'avoir tout dans son véhicule. Mais dans la plupart des cas, l'équipement du véhicule lambda, peu importe la marque, l'équipement du véhicule lambda peut suffire. Mais on vous fait miroiter, toujours, l'au-delà. L'au-delà dont vous n'avez pas forcément besoin,
mais qui vous fait envie. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut bien, pour revenir à Apple, ce qu'il faut bien voir, c'est pas... Apple ne vous trompe pas, en fait. Mais c'est vous qui êtes trompé parce que vous ne lisez pas suffisamment les caractéristiques et les fiches produits. Parce que l'information pour un ordinateur ou pour un téléphone ou pour un iPad, peu importe, avant d'acheter un matériel technologique, il faut décrypter la fiche technique. Et pour décrypter une fiche technique, il faut comprendre de quoi on vous parle. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de comprendre la technique pour pouvoir ensuite, au final, faire un achat commercial. Il ne faut pas juste se contenter d'acheter un produit sur son appellation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter le MacBook Pro parce qu'il y a marqué Pro. Il faut vous demander, est-ce que moi j'ai besoin d'un tel produit et est-ce que ce produit correspond à mon besoin? C'est ça la question initiale. C'est pas ce qu'on veut vous vendre qui est important, c'est ce dont vous avez besoin. Donc par rapport aux considérations, j'en ai encore plein d'autres sous le pied, voilà. Donc je me suis posé la question. Donc quand on impose le mot pro à un produit, iPad Pro, MacBook Pro, iMac Pro, quand on impose le mot pro derrière le produit, on génère une ambiguïté. Quand je dis on, c'est Apple. On génère une ambiguïté. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour les professionnels, donc, ceux qui ont un usage en général monotâche? Alors, je fais du montage vidéo, je vais acheter un MacBook Pro 16 pouces. Parce que j'ai un usage dédié, je fais que du montage vidéo. Je suis un pro. Je fais de la musique, l'édition musicale, je fais du traitement de photos. Est-ce qu'il me faut un matériel pro avec le mot pro? Ou est-ce qu'un matériel standard n'est-il pas déjà un matériel pro par rapport à mon besoin? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, notamment, par exemple, pour les Mac, pour les ordinateurs, notamment depuis qu'on est passé des processeurs Intel aux processeurs Apple Silicon. Parce qu'avant, avec les processeurs Intel, il y avait une nivellation différente. Alors, moi, je considère, c'est pas que moi qui le considère, utiliser un Mac avec un processeur Apple Silicon M1, M2, M3, voilà, c'est déjà bien plus puissant qu'un processeur Intel. C'est peut-être 10 fois, c'est peut-être 15 fois plus puissant qu'un processeur Intel de l'époque. Donc on a fait le grand écart. C'est-à-dire que acheter un ordinateur avec une puce silicone de base, M1, M2, M3, c'est déjà disposer d'un matériel de pro. Pourtant, vous n'aurez pas derrière l'appellation pro. Par exemple, si vous achetez un MacBook Air, je dis n'importe quoi, un MacBook Air 13 pouces M2, M1 et prochainement M3, voilà, vous avez déjà un matériel qui déjà est un matériel de pro. Parce que la puce, elle est très avancée. Et que c'est une puce qui permet de réaliser beaucoup de tâches, des tâches de pro, en l'occurrence, sans pour autant qu'il y ait la mention pro derrière. Après, au-delà, vous avez forcément la gamme pro qui va vous proposer des petites choses en plus. Mais est-ce que ces petites choses nécessitent de faire la bascule? Ou est-ce que si vous êtes juste séduit par le mot pro? C'est ça la question de fond. Donc, voilà. Et je peux faire la comparaison, j'ai fait la comparaison pour les Mac avec Apple Silicon, mais je peux faire aussi la comparaison pour les iPhones. C'est-à-dire que si vous comparez l'iPhone, j'ai n'importe quoi, le 15 ou le 14 ou le 13 d'aujourd'hui, à l'iPhone Pro d'hier, vous allez vous rendre compte que l'iPhone 14 de base ou l'iPhone 13 de base, c'est un iPhone Pro d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que ce qu'on appelait Pro il y a 2 ans, c'est devenu Pro dans la gamme standard aujourd'hui. Donc, est-ce que l'iPhone 15, l'iPhone 14, prochainement l'iPhone 16, peu importe, est-ce que l'iPhone, on va dire 13, 14, 15 ne suffit pas? Est-ce qu'il est nécessaire d'upgrader vers un iPhone avec une mention Pro, juste pour avoir en plus un téléobjectif, on va dire? Parce que par exemple, pour un téléphone, pour un smartphone, tous les gens qui prennent, moi je remarque autour de moi, plus ou moins, je vois à peu près, tous les gens qui prennent des gammes pro,
qui vont prendre un iPhone 15 Pro, un iPhone 14 Pro, un iPhone 13 Pro, qu'est-ce qu'ils ont réellement en plus? C'est ça la question. Ils ont un téléobjectif, donc une troisième caméra, donc voilà, comparé à l'iPhone standard. Vous voyez? C'est ça. Mais donc, parce que par exemple, si vous prenez un iPhone Pro, vous avez un objectif principal, on va dire 48 mégapixels, vous avez un ultra grand angle, et en plus, la troisième caméra, le téléobjectif. Si vous prenez un iPhone normal, c'est-à-dire un 15 ou un 15 Plus, voilà, vous avez un objectif principal, également de 48 mégapixels, et un ultra grand angle. Il vous manque le téléobjectif. Ce téléobjectif, si vous l'avez, ça vous fait trois caméras, et ces trois caméras, c'est un marqueur social, puisque lorsque vous voyez le dos d'un iPhone, quand vous voyez qu'il y a deux caméras, vous savez que vous n'êtes pas dans une gamme pro. Et quand vous voyez qu'il y a trois caméras, vous vous dites, ça c'est un iPhone Pro. Donc, mais est-ce que vous avez réellement besoin d'un téléobjectif? C'est ça la question, c'est ça. Est-ce qu'un iPhone standard avec deux caméras au dos de l'appareil ne suffisent pas? Parce que en photo, parce qu'en fait, quand on fait de la photographie, que ce soit avec un réflexe ou avec un iPhone, un smartphone, donc en général, ce qui fait la réussite de la photo, c'est pas tellement le téléobjectif. Il faut être réaliste. Ce qui fait la réussite de la photo, c'est la prise de vue, c'est l'exposition, c'est la nature de l'objet que vous allez prendre en photo, c'est l'éclairage. C'est ça qui fait la qualité d'une photo. C'est pas un gadget, c'est pas un téléobjectif qu'on vous a apposé en plus. Vous voyez? Donc, tout ce qui fait migrer vers la gamme pro, pour moi, nécessite réflexion. Pas seulement au niveau pécuniaire. C'est-à-dire que, au niveau du portefeuille, oui, ça nécessite réflexion, mais c'est surtout au niveau de l'usage. Il ne faut pas surconsommer. Il faut consommer un matériel pro parce qu'on a réellement un usage. Et parce qu'on a réellement un besoin qui vient en fait corréler l'achat. Voilà. Donc pro, c'est juste une mention. Pour moi, c'est juste une mention. Bon, attention, pas à tous les coups. Mais dans la plupart des cas, dans la gamme des produits Apple, comme je vais vous le dire en deuxième partie, c'est une mention. Et dans certains cas, c'est au-delà de la mention, il y a vraiment des choses en plus qui justifieraient une bascule. Mais ça, on va le voir plus tard. Toujours dans les questionnements à propos de la mention pro, de l'appellation pro. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'acheter un iPhone 15 Pro, un MacBook Pro, un iMac Pro, il faut vous poser la question, de quoi ai-je besoin? Quels sont mes besoins? Et comment couvrir mes besoins? Donc, si vous n'avez jamais testé le produit qui s'appelle Pro, allez en Apple Store, le tester. Allez chez les amis, le tester. Allez testez-le au travail, sur votre lieu de travail. Testez le matériel pro et testez le matériel standard. Et vous verrez que la différence, elle est minime. Elle est minime parce que quand on utilise un matériel pro, on ne l'utilise jamais à sa pleine capacité. Ça va plutôt être des pics d'utilisation. Par exemple, si vous avez j'ai n'importe quoi, vous avez un MacBook, je sais pas, j'ai n'importe quoi, qu'est-ce que je vais dire? Vous avez un MacBook Pro 16 pouces. Donc, vous avez un MacBook Pro 16 pouces, avec 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. D'accord? Voilà, vous avez ça. C'est dans des rares cas de figure, vous allez utiliser tous les 16 cœurs. Les 16 cœurs CPU ou les 40 cœurs GPU, du chipset graphique. Il va y avoir des pics d'utilisation où vous aurez besoin d'autant de puissance. Mais dans la plupart des cas, 8 cœurs GPU et 10 cœurs CPU, 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU vont suffire. C'est juste pour des pointes d'usage, pour du traitement vidéo, alors si vous travaillez avec, je sais pas, 24 pistes, 48 pistes, j'en sais rien, un morceau en audio. Là si vous apposez beaucoup d'effets spéciaux, de filtres, là vous aurez besoin de tous ces cœurs CPU et GPU.
mais dans la majeure partie des cas, la puissance délivrée par la puce Apple Silicon ou par la puce pour un iPhone ou par la puce, comment dirais-je, la puce A17 Pro ou A16 Bionic, hein, ce que vous voulez, ben, ce sera des pics d'utilisation, mais ce ne sera pas une utilisation à pleine puissance constante. Donc c'est pour ça qu'acheter un produit pro, vous n'aurez pas sur la linéarité un usage pro constant. Vous aurez des pics d'usage où vous ferez appel à la puissance du pro, mais dans la plupart des usages, vous aurez un usage standard de votre puce pro. Voilà. C'est pour ça. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'utilise suffisamment la puissance du matériel et suffisamment longtemps, et donc sur une durée assez étendue, pour justifier une bascule vers un achat qui va me coûter 400, 500, 1000, 2000 euros de plus. Voilà. C'est ça la question. Je voulais aussi préciser que, donc, bon, je l'ai plus ou moins dit aussi, hein, chez Apple, il y a des gammes pro qui en sont, il y a des gammes pro qui n'en sont pas. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je vais sur le site d'Apple, je dis n'importe quoi, allez, on va dire, je vais prendre le MacBook, MacBook Pro 14 pouces, avec un chipset, avec une puce M3, donc le MacBook Pro avec un écran de 14,2 pouces, et je vais le mettre en opposition. Ben, prochainement, il y aura le MacBook Air 13 pouces, ça aurait été bien, mais là, il n'est pas encore là. Il va peut-être arriver en mars ou en avril, peu importe. Donc si je prends le MacBook Pro 14 pouces et que je le mets face au MacBook Air 13 pouces, voilà. Donc voilà, donc la comparaison, elle est pas... Bon, en fait, bon, la comparaison, ça aurait été mieux si j'avais pris le MacBook Pro 14 pouces M2 et le MacBook Pro et le MacBook Air 13 pouces. La différence, elle est minime. Parce que entre la gamme Pro et la gamme Air, vous allez avoir sur le MacBook Pro un écran de 14,2 pouces et sur le MacBook Air, donc qui n'est pas Pro, un écran de 13,6 pouces. Donc, vous voyez, le delta, il est faible. La différence, elle est tellement faible que ça ne justifie pas de passer au Pro. Sur le MacBook Pro 14 pouces, vous allez avoir 8 cœurs CPU, donc processeur, et 10 cœurs GPU. Sur le MacBook Air, ben, c'est pareil, vous avez 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Vous allez pouvoir monter sur les deux produits jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. Donc vous voyez, le MacBook Pro 14 pouces n'est pas un MacBook Pro. C'est un MacBook standard qui revêt la mention Pro. Mais quand on regarde les configurations avec le MacBook Air, ce sont quasiment les mêmes. Vous avez le Touch ID, vous avez une autonomie entre 18 et 22 heures, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera de stockage flash. C'est la même machine. Sauf qu'il y en a une où il y a la mention Pro et une où il n'y a pas la mention Pro. Et on ne va pas dire entre un écran de 13,6 pouces sur un MacBook Air et un écran de 14,2 pouces sur un MacBook Pro, c'est pas ça qui va faire la différence, honnêtement. Donc aller payer 800 euros, 700 euros de plus pour avoir une mention Pro et avoir un écran de quelques pouces, de même pas un pouce, hein, de plus, voilà, c'est pas justifié. Donc là, comme je le dis, il y a des gammes Pro qui n'en sont pas. Ça crée un peu une sorte de confusion, parce qu'il y a des gammes Pro qui mentionnent l'appellation Pro. Donc je vais citer le MacBook Pro 14 pouces, qui mentionnent le mot Pro, mais qui sont en réalité des MacBooks. Ils auraient tout aussi bien pu s'appeler MacBook. Voilà. Et ils auraient pu trôner à côté de la gamme MacBook Air. D'ailleurs, ils trônent à côté de la gamme MacBook Air. Et donc, mais le but, c'est de vous faire dépenser un peu plus en allant vers le Pro, alors que dans la plupart des cas, le MacBook Air vous suffisait. Et vous ferez totalement la même chose hein, avec un MacBook Air 13,6 pouces ou un MacBook Air 15 pouces qu'avec un MacBook Pro de base. Alors là, je parle bien du MacBook Pro de base. Voilà. Parce qu'en réalité, la véritable gamme Pro, par exemple,
C'est pour ça que je dis qu'il faut bien étudier les fiches techniques, caractéristiques des produits. La véritable gamme Pro sur les MacBook, par exemple, elle débute avec, non pas avec les puces M1, M2, M3, donc comme je l'ai déjà dit, ça c'est des puces standards qui sont déjà Pro, on peut le dire, mais qui ne portent pas la mention. Mais la véritable gamme Pro, la véritable gamme Pro des MacBook, elle débute, selon moi, toujours selon moi, elle débute avec les puces M2 Max, prochainement M3 Max, et les puces M2 Ultra et prochainement M3 Ultra. Donc c'est-à-dire que la gamme Pro, la véritable gamme Pro pour les Mac, c'est là où il y a la mention Max et Ultra. Donc Max et Ultra, ça correspond réellement à la gamme Pro. Mais la gamme Pro de base, c'est une gamme standard qui est légèrement améliorée, mais qui n'est pas en réalité une gamme Pro. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment clair. C'est-à-dire que Apple part d'un produit, et ce produit est segmenté en 4, voire 5 sous-produits. Donc voilà, c'est comme vous avez une voiture, vous avez un pack standard, comme j'ai dit tout à l'heure, un pack luxe, un pack sport, un pack luxe plus sport, un pack confort, un pack... Voilà. Donc on segmente la gamme, ce qui complexifie la lecture auprès de l'acheteur. Parce que quand l'acheteur il veut juste un MacBook pour surfer sur Internet, pour son usage bureautique, pour de temps en temps faire du montage vidéo, pour de temps en temps faire du traitement photo, voilà. Lire ses emails avec Outlook ou avec, peu importe, avec Apple Mail. C'est ce que veut l'acheteur standard. Et même l'acheteur pro, puisque maintenant, les usages standards rejoignent les usages pro. On le voit bien. Avant, on avait du plaisir à segmenter l'offre entreprise de l'offre du particulier, mais ça, c'est qu'une appellation marketing. Parce que souvent, surtout quand on est en télétravail, quand on peut avoir un usage pro avec un matériel standard. Rien ne vous oblige à avoir un matériel pro pour faire un travail de pro. C'est vous qui définissez l'usage. C'est pas le matériel. C'est-à-dire que c'est vous le commencement et c'est vous la fin. C'est-à-dire que si vous avez des compétences techniques, vous allez réussir à faire du développement aussi bien avec un MacBook Air qu'avec un MacBook Pro. C'est pas le matériel qui fera de vous un pro. C'est votre compétence qui fait de vous un pro. C'est pour ça que c'est important de ne pas se laisser endormir, plus ou moins, je m'excuse de l'expression, mais de ne pas se laisser endormir par les appellations techniques, et les appellations qui ont l'air techniques, mais qui ne le sont pas, qui sont juste commerciales. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, moi, ce que je préconise de faire, c'est véritablement, de choisir un produit Apple, celui que vous voulez acquérir, et tout de suite, donc, par exemple, vous allez sur Mac, on va le faire, c'est la deuxième partie, je ne l'ai pas précisé, mais on va le faire ensemble. Vous choisissez un produit. Vous voulez par exemple un Mac. Vous choisissez ensuite le sous-produit. Vous voulez peut-être un iMac, un MacBook, un Mac mini. Voilà, vous choisissez ensuite un sous-produit. Et là, vous appuyez sur le bouton « Comparer » sur le site d'Apple. Et là, vous comparez le produit que vous voulez de base avec le produit qui est mentionné en version pro. Et là, vous aurez une lisibilité immédiate sur le produit. On va faire un exemple pratique. Si je choisis, je vais dans la gamme des Mac, je pars du principe que j'ai besoin d'un Mac que je puisse emporter sur mon lieu de travail et que je puisse aussi me servir à mon domicile. Donc je vais partir sur le constat qu'il me faut par exemple un Mac portable. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir le bouton, je vais aller dans la gamme Mac, donc apple.com/fr/Mac, je vais appuyer sur le bouton comparer. Là, je peux comparer 3 produits. Donc très bien, c'est parfait. Donc j'ai défini mon usage. Je vais dire que je veux un écran, par exemple, de 15 pouces. Donc je vais mettre en balance le MacBook Air 15 pouces avec
son équivalent en version Pro présumée ou réelle. C'est-à-dire, je vais comparer avec le MacBook Pro 16 pouces. Et je vais comparer en troisième produit, on va dire un produit intermédiaire. Genre, on va choisir, je vais mettre le MacBook Pro 14 pouces M3. Voilà. Donc je compare trois produits. Le MacBook Air 15 pouces avec le MacBook Pro 16 pouces et avec le MacBook Pro 14 pouces. Donc, et là, je peux facilement entre guillemets, parce que c'est jamais facile, et là je peux plus facilement avoir de lisibilité sur ce que j'ai besoin d'acquérir au final, et sur les compétences techniques de chaque produit, et de ce qu'il va m'apporter. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vois? Moi je veux, par exemple, je pars du constat que j'ai besoin d'un écran le plus large possible, avec une diagonale la plus large possible. Donc tous les écrans sont Retina. Voilà, je constate tous les écrans sont Retina. Certains ajoutent de l'XDR. Bon, très bien. L'XDR, ça ne changera pas grand-chose parce que la rétine de l'œil, elle est déjà habituée à des écrans de bonne qualité. Les écrans Retina, Apple sont déjà de très bonne qualité. Et avoir du Retina ou avoir du Retina XDR, ça ne changera pas grand-chose pour la plupart des gens. Voilà, bon. Donc on part du principe que ce sont tous des écrans Retina. Mais qu'est-ce qui va vraiment différencier mon MacBook Air du MacBook Pro 16 pouces et du MacBook Pro 14 pouces? C'est la puce. Forcément, alors la question que je vais me poser, c'est est-ce que la puce M2 ou M3 du MacBook Air va me suffire? Ou est-ce qu'il me faut une puce M3 Pro, M3 Max, voire M3 Ultra quand elle sera disponible et tout? Voilà. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. C'est combien de RAM, de mémoire unifiée, je vais avoir besoin dans mon MacBook. Si je peux monter jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée sur un MacBook Air et que ça me suffit, honnêtement, un MacBook avec 16 Go, ça suffit à la plupart des gens. Pourquoi est-ce que j'irais acheter un MacBook Pro qui peut monter jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée? Enfin, qui peut monter. Non, qui ne monte pas. Qu'on vous vend à l'achat d'emblée avec 128 Go, parce que c'est pas la mémoire upgradable. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir en rajouter. Soit vous achetez directement chez Apple un produit qui possède d'emblée 128 Go de mémoire, soit vous achetez un produit avec une mémoire inférieure. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire, tiens, je vais acheter un MacBook qui a 16 Go, et puis dans 2 ans, dans 1 an, si mes besoins augmentent, je vais doubler la mémoire, je passerai à 32. Maintenant, comme la mémoire elle est soudée à la carte mère, donc c'est plus possible. Donc on vous force, entre guillemets, on vous force pas, mais on vous force un peu, on vous force à vous interroger davantage sur vos besoins présents et futurs pour vous vendre une mémoire unifiée qui est soudée, ou sur laquelle il faudra réfléchir voilà, est-ce qu'il me faut un MacBook on vous force à réfléchir à ce qu'il va vous falloir dans 1 an, dans 2 ans. Mais voilà, pour vous vendre quelque chose de plus onéreux. On va vous dire, est-ce qu'il me faut un MacBook Pro avec 18 Go, 36 Go, voilà, etc. C'est ça, on va vous forcer avec les gammes Pro à passer immédiatement à la gamme supérieure, ce que vous ne voulez peut-être pas. Voilà. Acheter une machine d'emblée à 3 000 €, c'est peut-être pas ce que vous voulez. 3 000 €, 18 Go de mémoire unifiée, 512 Go de stockage SSD, ça fait peu en plus. 3 000 €, ça fait cher la pastille quand même. Et là, en sachant que la mémoire est soudée, vous n'allez pas pouvoir y réfléchir. Ou bien vous achetez directement 18 Go de mémoire unifiée, ou bien 36 Go de mémoire unifiée, ce qui fait grimper la facture à 3 459 € pour un M3 Pro. Donc, en sachant que dans la plupart des cas, 8 Go, voire 16 Go suffisent, quel est l'intérêt de passer à la gamme Pro? Voyez-vous? Quel est l'intérêt de passer à la gamme Pro? C'est vraiment la question qui est sous-jacente, hein, c'est ça. Quel est l'intérêt de la gamme Pro?
Si ce n'est qu'on obtient plus de RAM, de mémoire, mais encore faut-il en avoir l'usage. Et encore faut-il en avoir un usage constant, pas un usage par pic. Si c'est un usage par pic, pour un traitement vidéo, ben, vous allez peut-être passer, je dis n'importe quoi, vous allez peut-être passer 30 minutes pour appliquer des effets sur une vidéo, je dis n'importe quoi, hein, d'une heure, alors qu'avec une gamme pro, ben, vous allez passer, on va dire, 24 minutes au lieu de 30. Est-ce que les 6 minutes de delta, ça justifie le passage à la gamme pro? Ben, faut se poser la question. Ben, oui, votre temps est précieux, mais c'est pas pour quelques minutes que ça va révolutionner votre usage de la machine. Mais par contre, ça va bien révolutionner votre portefeuille. Ça faut bien le savoir. Donc voilà. Donc on peut s'interroger sur tous les produits de Apple qui disposent de la mention pro. Par exemple, autre comparaison, on va prendre, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, mais je le redis avec des mots différents. Est-ce que l'iPhone 15, 14 ou 13 me suffisent? Ou est-ce qu'il faut que je passe à l'iPhone 15 Pro? Exemple de base, comparaison de base, je compare l'iPhone 15 avec l'iPhone 15 Pro. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de différent? Là maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'ils ont segmenté les couleurs. L'iPhone 15, il est proposé en 5 couleurs, allez, on va dire rose, jaune, vert, bleu et noir. L'iPhone 15 Pro, il est proposé uniquement en 4 couleurs. Ah ben oui, forcément, 4 couleurs parce que vous êtes des pros. Vous avez moins de choix de couleurs parce que vous êtes un pro. Mais les couleurs, ce sont des couleurs de pro. Réfléchissons. Vous avez le titane naturel, vous avez le titane bleu, vous avez le titane blanc, et vous avez le titane noir. Alors, on passe au titane, on a moins de couleurs, mais on identifie plus facilement la gamme pro. Parce qu'elle a uniquement 4 couleurs, et elle a un téléobjectif en plus. Donc quand vous êtes assis à la terrasse d'un café, hein, vous mettez votre iPhone sur le dos face, le dos de face, comme ça on voit bien, on voit bien que c'est une gamme pro. Mais ça, c'est un effet de snobisme. Parce que ça, c'est pas vraiment important. L'important, c'est l'usage. Est-ce que vous avez besoin d'un iPhone qui propose moins de choix de couleurs, même si il est en titane, très bien, pourquoi pas, mais qui propose juste un téléobjectif? Sincèrement, on fait d'aussi belles photos avec un iPhone 15, 14 ou 13 qu'avec un iPhone 15 Pro. C'est pas ça l'important. L'important, c'est votre usage. C'est votre façon de prendre les photos. C'est la prise de vue. Alors bien sûr, on va vous dire que oui, il y a le Dynamic Island, on va vous dire que la puce A17 Pro est meilleure que la puce A16, elle est meilleure, on va dire de 10% meilleure au niveau des performances, mais est-ce que vous avez besoin d'autant de performances? Quand on sait déjà que les composants de base d'un iPhone sont déjà de très bonne qualité, pourquoi faire avec une gamme Pro? Faut vraiment se poser la question. Vous avez le Face ID partout, vous avez la 5G partout, vous avez le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E un petit peu sur les gammes Pro, mais encore faut-il derrière avoir les routeurs Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6 qui vont avec. Faut pas avoir un produit déclassé, parce que là aussi, si vous avez si vous avez un iPhone 15 Pro, donc avec un port USB-C, tout ce qui s'ensuit, et avec le comment dirais-je, le Wi-Fi, donc sur le 15 Pro, vous avez du Wi-Fi 6E, et sur le 15, vous avez du Wi-Fi 6, mettons. Si vous avez du Wi-Fi 6E sur votre 15 Pro, mais que vous n'avez pas à la maison une Livebox, une Freebox, je sais pas, peu importe, une box d'un opérateur quelconque, ou un routeur compatible avec le 6E, voire le 7, ça sert strictement à rien d'avoir une gamme pro. Vous n'allez jamais profiter du Wi-Fi 6E. Voilà. Il faut avoir un matériel autour de l'écosystème qui soit en adéquation avec ce qu'on vous vend. Voilà. C'est comme si vous achetez une voiture qui roule à 300 km/h, mais que les routes en France vous ne pouvez pas rouler à plus de 130. Voilà. Oui, vous allez pouvoir faire des dépassements sur autoroute un peu mieux que les autres. Mais en temps normal, quand vous allez revenir à la normale, vous allez rouler en respectant les vitesses comme les autres. Donc, pro,
Pro, pourquoi faire? Il faut vraiment se poser la question, hein. Donc c'est pareil donc pour les iPhones, c'est pareil, je peux continuer comme ça pendant des heures. Je peux comparer aussi les AirPods et les AirPods Pro. Voilà. Est-ce que l'AirPod deuxième génération, troisième génération me suffit? Ou est-ce que j'ai besoin d'un AirPod Pro? Donc voilà, donc je vais monter à 100 € de plus pour un AirPod Pro, où on va ajouter des spécificités un petit peu techniques à la puce audio, donc le son spatial, la réduction active de bruit, l'audio adaptatif, la détection des conversations. On va ajouter des petits plus, des petits gadgets, pour me faire croire que j'ai vraiment acheté un matériel de pro. Mais si on compare à la réalité, c'est que l'autonomie est quasiment la même, 5-6 heures, dans les deux cas, c'est pareil. Les fonctionnalités sont les mêmes. Surtout quand on sait, en matière d'audio, la plupart des gens ont une capacité, enfin, la plupart des gens écoutent de la musique bien trop fort. Ce qui fait que la plupart des gens, ils n'ont pas l'oreille musicale. Ils vont même pas se rendre compte, lorsqu'ils écoutent de la musique avec un AirPod classique ou un AirPod Pro, ils vont même pas se rendre compte des subtilités auditives. Ils n'ont pas l'oreille assez aguerrie, ou ils ont l'oreille trop abîmée, justement, par une écoute trop forte, pour se rendre compte de la différence qu'il y a entre les AirPods classiques et les AirPods Pro. Et la différence, elle est tellement subtile que peu de gens la font. C'est comme écouter un MP3 et écouter un son avec, je sais pas, compressé en OGG Vorbis, je sais pas, en FLAC, ce que vous voulez, voilà. Qui fait réellement la différence, quoi? À part les mélomanes, ou ceux qui écoutent de la musique classique, ou ceux qui écoutent des basses profondes, Voilà, il faut vraiment avoir une oreille exercée pour avoir un matériel de pro. Et la plupart des gens n'ont pas l'oreille exercée pour justifier l'acquisition de matériel pro, une fois de plus. Mais c'est ce qu'on va essayer de vous vendre. Parce que on va toujours essayer de vous dire, quand tu achètes le pro, tu achètes le meilleur. Ouais, mais si j'ai pas usage du meilleur, à quoi ça sert de prendre le meilleur? Je vais pas acheter une voiture qui a 500 chevaux. Hein, je vais pas acheter une M3 à 550 chevaux, une BMW à 550 chevaux, si je sais que 200 chevaux, 230 chevaux me suffisent. Voilà. Voilà. Ou même en dessous. Hein. Bon, mais j'ai pris un exemple. Voilà. On peut aussi se poser la question du Pro pour la gamme des Mac Mini. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe là encore? On se rend compte que le Mac Mini suffit à la plupart des gens qui veulent un Mac auquel ils vont acheter derrière un moniteur externe. Donc un Mac Mini, dans la plupart des cas, un Mac Mini M2 Pro, M2 va suffire, et prochainement M3. Mais, entre un Mac Mini et un Mac Mini Pro, il n'y a quasiment pas de différence. Là aussi, il mieux vaut rester sur le Mac Mini. Moi, c'est ce que j'en pense. Voilà. Par contre, entre un Mac Mini, si vous voulez avoir un Mac Mini Pro, la réelle avancée, c'est d'acheter un Mac Studio. Parce que pour moi, le Mac Studio Max ou Ultra, c'est le véritable Mac Mini Pro. Le Mac Mini Pro, ce n'est pas le Mac Mini Pro. C'est-à-dire que vous avez le Mac Mini Pro et le Mac Studio. Apple a installé la gamme Mac Mini Pro entre les deux pour segmenter encore le marché et vous faire acheter le Pro. Mais si vous voulez vraiment un Mac Mini, très très pro, avec plein de connectiques, l'idéal c'est d'acheter un Mac Studio et pas d'acheter un Mac Mini Pro. Et si vous voulez un Mac Mini d'entrée de gamme, vous pouvez très bien vous satisfaire d'un Mac Mini d'entrée de gamme, un Mac Mini M2, ou un Mac Mini, voilà, et ça va vous suffire dans la plupart des cas. Vous allez brancher vos disques durs externes, votre écran Dell derrière, peu importe, LG, peu importe, Samsung, ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas avoir une différence d'usage, très marquante entre la gamme Mac Mini et la gamme
Mac Mini Pro. Voilà, c'est ça, c'est par exemple ça. C'est encore une appellation commerciale. Et c'est encore un pouce à l'achat, où beaucoup de gens vont se laisser séduire, et par un discours commercial, ou par le commercial qui était là ce jour-là à l'Apple Store, et qui vous aura vendu le produit comme étant celui qu'il vous faut. Mais en réalité, un Mac Mini qui a 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, ça suffit largement dans la plupart des cas. Entre 12 cœurs CPU et 20 cœurs CPU, la différence, elle est tellement minime, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc là encore, je conseille de rester sur la gamme Mac Mini. Et si vous avez des besoins plus avancés, avec des besoins de connectique plus avancés, une machine plus robuste, là, c'est réellement d'y mettre les moyens et de passer à la gamme Mac Studio. Mais vous le voyez, la gamme Mac Studio, elle s'appelle, ce sont les processeurs Max ou Ultra. Ouais. Donc c'est au-delà du Pro. Ensuite, on peut aussi faire la comparaison on peut se poser la question pour l'iPad. Voilà, l'iPad, là aussi, vous allez dans la gamme iPad, vous choisissez le bouton comparer, sur le site d'Apple toujours. Donc apple.com/fr/iPad/compare. Et vous pouvez comparer les produits. Qu'est-ce qui différencie un iPad Pro? Il faut toujours se poser la question en lisant les fiches techniques, hein, toujours. Qu'est-ce qui différencie un iPad Pro d'un iPad Air ou d'un iPad classique? Dans la plupart des cas, moi ce que je constate, en regardant les fiches techniques, et puis bien sûr, je teste beaucoup les matériels, je sais aussi de quoi je parle, mais ça c'est un autre débat. Ce que je constate, c'est que la gamme Pro, elle propose des écrans légèrement plus grands, donc des diagonales d'écran légèrement plus grandes. Bon, ok, très bien, pourquoi pas, ça peut justifier le passage. Et puis, elle propose, comme pour l'iPhone, une caméra supplémentaire. Par exemple, pour un iPad Air, vous allez avoir un grand angle, une seule caméra de 12 mégapixels. Et pour un iPad Pro de 12 pouces, de 12,9 pouces, vous allez avoir un grand angle de 12 mégapixels, plus un ultra grand angle de 10 mégapixels. Mais dans les deux cas, vous allez pouvoir filmer en 1080p ou en 4K, ou en ProRes. Le ProRes uniquement sur la gamme Pro. Donc la gamme Pro, là, vous apportez une caméra en plus, le ProRes, une puce bien sûr supérieure, mais bon. Est-ce que là encore, on ne peut pas faire du bon travail avec un iPad Air autant qu'avec un iPad Pro? Faut se poser la question. Pour moi, la réponse, elle est évidente. Moi, je produis un montage vidéo de bonne qualité avec un iPad 8e génération, aussi bon qu'avec un iPad Pro. Voilà, j'ai pas besoin d'aller sur un iPad Pro pour produire un travail de qualité. Voilà. Mais encore une fois, c'est l'estime qu'on a de soi et c'est l'usage qu'on a du matériel. Parce qu'il ne faut pas se laisser posséder par le matériel. Hein. Il faut se laisser vraiment guider par ses besoins et par ses compétences. Votre seul guide à l'achat, c'est pas la mention pro, c'est vos compétences en matière de technologie, technique. Qu'est-ce que je sais faire avec un iPad? Qu'est-ce que je sais faire avec un iMac? Qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec ce type de matériel? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec un iPhone? Si j'ai besoin de faire que des photos de vacances, hein, des stories avec Instagram et autres, est-ce que j'ai besoin d'un matériel pro? Si vous êtes un YouTuber qui gagne des millions et des millions, très bien, hein. Vous allez vous offrir la gamme pro, parce que vous aurez l'impression que c'est la gamme pro qu'il vous faut. Mais là, ça correspond avec votre pouvoir d'achat. Mais si votre pouvoir d'achat, il est standard, c'est pas la peine d'aller acheter un produit qu'on va essayer de vous vendre comme une gamme de luxe, alors que chez Apple, le produit standard est déjà un produit de luxe, et déjà un produit très compétent. Oui. Je ne sais pas si je suis bien clair, je le suis pour moi, c'est déjà pas mal. Blague à part. Ok, voilà. Sinon, quoi d'autre? Voilà, là aussi, il faut se poser la question, ce qui est très intéressant, pour la gamme des Mac Pro. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que les Mac Pro, les Mac Pro qui sont très peu vendus, hein, c'est vraiment vendu pour, justement, les pros, ceux qui font du montage vidéo, post-montage et compagnie à grande échelle, hein, voilà. Moi, je travaille pas chez Pixar. Hein. Voilà. Est-ce que ces gammes pro qui débutent à partir de 8 000 €,
hein, le Mac Pro, est-ce que ce sont vraiment des gammes Pro? Ben là, pour le coup, la mention Pro, c'est vraiment une mention qui est à la hauteur de ses ambitions. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un Mac Pro? Et qu'est-ce qu'il y a qui fait que c'est un Mac Pro? Ben, c'est qu'il y a une connectique super avancée. Alors, donc, vous avez 6 ports Thunderbolt, je dis n'importe quoi, hein. Enfin, je dis pas n'importe quoi, vous avez bien 6 ports Thunderbolt, vous avez 2 fois 10 gigabits, donc pour les ports Ethernet, vous avez la possibilité d'avoir des racks, le matériel il est en acier inoxydable. Bon, bah là, vous avez un véritable serveur pour travailler à la maison. Mais bon, faut montrer pas de blanche, quoi, parce que bon, 8 000 € pour une machine d'entrée de gamme, forcément, c'est réservé aux pros. Et quand on dit là aux pros, c'est réservé aux gens qui sont dans la profession, donc aux professionnels, pas aux gens qui se prétendent être des pros, aux professionnels. Donc une gamme pro, la seule véritable gamme pro chez Apple, on la retrouve avec le Mac Pro, ou avec, comme je l'ai dit précédemment, ou avec le MacBook Pro 16 pouces, avec une puce Ultra ou Max. Voilà, mais pas juste Pro. Puce Ultra ou Max. Ça, c'est la véritable gamme Pro pour les pros. Hein, voilà. Mais la gamme Pro de base, en général, non, elle l'est pas. Voilà, c'est ça. Et au-delà de tout ça, je me suis aussi posé la question, question que vous devriez aussi vous poser, hein, que vous vous posez sûrement, de toute façon, si vous êtes un acheteur vraiment conscient. On s'étonne chez Apple de ne pas voir une Apple TV à côté d'une Apple TV Pro. Voilà. Alors, ça va prochainement être le cas. Hein. On aura peut-être prochainement, ça va prochainement être scindé. On aura peut-être prochainement une Apple TV de base et une Apple TV Pro. Parce que moi, je vois bien, vu comme c'est parti, hein, je vois bien l'Apple TV classique, l'Apple TV 4K ou l'Apple, voilà, à côté d'une Apple TV Pro. Une Apple TV Pro qui comporterait par exemple une caméra Face ID en façade, qui comporterait une connectique plus avancée. Je suis quasiment certain que dans les mois à venir, on va avoir une segmentation de la gamme aussi Apple TV. On aura une Apple TV qu'à côté de l'Apple TV classique, 4K, on aura une gamme Apple TV 4K Pro. Donc vous allez voir, ça va aussi être segmenté prochainement. De la même manière que on peut faire ça aussi, hein, pour le HomePod, ils ont déjà segmenté finalement la gamme. Vous avez le HomePod mini et le HomePod de base. Mais voilà, mais vous aurez peut-être prochainement le HomePod Pro. Parce que ce sont les arguments marketing de la part d'Apple, et c'est la façon niveler un marché comme ça, segmenter un marché comme ça crée la confusion dans la tête des acheteurs qui ne réfléchissent pas suffisamment aux caractéristiques techniques. Même si on peut dire, tout le monde va vous dire, la plupart des gens vont vous dire, ah ben moi j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec tout ça, je veux juste un matériel fonctionnel, rapide, puissant, avec une bonne autonomie, je vais pouvoir utiliser mon iPhone 20 heures par jour sans avoir à recharger la batterie, ou mon MacBook 24 heures par jour sans avoir à recharger la batterie, c'est ce qu'il me faut. Forcément, hein, le vendeur va toujours vous dire, achetez le pro, madame, achetez le pro, monsieur. Mais vous, il vous incombe de vous informer sur les caractéristiques techniques et de comprendre la technique pour pouvoir ensuite comment dirais-je. Donc, il faut que vous fassiez l'effort de comprendre ce qu'on vous vend pour pouvoir, derrière, savoir ce que vous allez acheter. Et pour pouvoir acheter à juste titre ce dont vous avez besoin. Vous faites ça pour une machine à laver, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il me faut la machine à laver 1400 tours, ou est-ce que je peux me contenter de la machine à laver 1000 tours et l'essorage? Ça, vous vous posez la question. Est-ce qu'il me faut la vaisselle qui sèche ultra rapidement la vaisselle, ou est-ce que je peux attendre 20 minutes de plus de séchage et payer 800 € ou 1000 € de plus sur mon lave-vaisselle? Voilà, c'est ça en fait, ce qui fait que vous interrogez toujours sur le produit que vous allez acheter. Voilà, pas seulement sur la couleur du produit, mais sur ses compétences, sur la technicité du produit et sur ce qu'elle peut vous apporter ou pas.
C'est l'usage qui définit l'achat. Voilà. C'est pas parce que vous pouvez avoir une Formule 1 que vous allez acheter une Formule 1. Encore faut-il pouvoir rouler sur des pistes adaptées avec une Formule 1. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'une Formule 1. Vous voyez ? Il y en a qui ont besoin juste d'une Renault Zoé. Alors pourquoi aller acheter une Formule 1 ? Voilà. Donc on doit acheter un matériel pro. Donc, en résumé, pas parce que c'est marqué pro, mais parce que les composants intégrés au matériel correspondent à l'usage qu'on a, et pas uniquement parce qu'il y a la mention pro. La mention pro, c'est une tromperie. Selon moi, c'est une tromperie. Sauf dans le cas, attention, je redis encore, je dis à nouveau, c'est une tromperie, sauf dans le cas de l'iMac Pro et des MacBook Pro Ultra et Max. Là, on est vraiment dans les gammes pro. Mais dans tout le reste, AirPods Pro, iPhone 15 Pro, pour moi, c'est juste des produits qui sont légèrement surgonflés. On vous donne, on vous les enjolive avec des couleurs différentes. On vous ajoute quelques petites touches comme ça de composantes supplémentaires pour vous faire croire que ça vaut la bascule. Mais finalement, ça ne vaut pas la bascule. Les 500 €, les 1000 € ou les 2000 € que vous avez ajoutés de plus sur le modèle Pro, c'est pas toujours, vous n'allez pas toujours en avoir un usage pratique. Par contre, vous allez sentir passer au niveau du portefeuille. Donc c'est ça. Donc le but de ce podcast, comme je l'ai dit, c'était vraiment de démystifier ce terme pro qui, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'énerve. Moi, ça m'est complètement égal. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à vendre à des gens des produits pro dont ils n'ont absolument pas besoin. Mais on arrive à les convaincre qu'ils en ont besoin. Ouais. Ben si, prends le modèle d'iPhone où il y a le mot pro, tu auras la 3e caméra, tu pourras zoomer sur la mésange qui vient de passer. Ou tu pourras zoomer sur l'œil gauche, du passant. Ben non, ça n'a aucun intérêt. On s'interroge sur la prise de vue, comme je l'ai dit, on s'interroge sur l'exposition, on s'interroge sur la nature du sujet qu'on veut prendre en photo. C'est ça le vrai intérêt. C'est pas d'avoir un téléphone où il y a marqué pro. Voilà, c'est ça. Donc j'espère avoir apporté les éclairages sur ce petit terme pro. Puis j'espère que vous allez bien ouvrir l'œil avant d'acheter un matériel qui se dit pro et avant de conclure l'achat. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Et puis n'hésitez pas à poster les commentaires, soit donc en bas de l'épisode, ou soit vous allez directement sur le site macplanet.com. Vous allez voir, il y a un forum. Vous pouvez créer un nouveau post et discuter. Vous aussi, discuter du podcast. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord ? Est-ce que vous considérez que le passage au pro justifie l'augmentation du prix ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est juste, dans la plupart des cas, une appellation marketing visant à semer le doute, la confusion chez l'acheteur final ? Merci beaucoup.